balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na apeti. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Un nouveau numéro. C'est vrai que c'est la veille de la Noël. Nous allons parler politique. C'est vrai, on parlera politique, on parlera diplomatie. C'est quand même important de faire un petit tour sur la question de la diplomatie. Et qui de bien peut parler de cette histoire si ce n'est pas le professeur Chilumbaï qui non seulement est avocat, il est député provincial, membre et cadre de l'UDPS, chercheur, puis il enseigne en relations internationales dans la faculté de sciences politiques. Comment allez-vous, prof? Ça va? Levez le meilleur. Merci. C'est déjà demain la Noël. Mais c'est pourquoi on est venu chercher de quoi fêter Noël. Espérons que ça, Dieu nous fera grâce, ça marchera. Chercher de quoi fêter Noël. Nous parlons, prof, de quand même, on va dire que c'est scandaleux quand même. En France, l'ambassade, ça c'est quand même, on ne peut pas comprendre cette histoire, ne s'est peut-être pas produite à l'époque de Kabila. C'est sous Fachi aujourd'hui, sous le leadership du président de la République, une ambassade va être finalement vendue, à la limite. Elle a été déjà vendue. Est-ce que ça s'est passé dans le respect du droit international? Est-ce que ça s'est passé dans le respect de la diplomatie? Bon, il faut d'abord noter que dire à l'époque de Kabila, à l'époque de Fachi, c'est peut-être dire les faits qui sont soupçonnés d'être à la base de cette procédure sur la résidence de notre ambassadeur à Paris découle de l'époque de Kabila exactement. Il faut en tenir pour principe que de temps en temps, lorsque nous posons des actes, nos administrations dans l'ensemble, lorsque elles posent des actes, surtout vis-à-vis des étrangers, il faut fondamentalement y réfléchir parce que nous sommes dans un monde où beaucoup d'imbrications de la législation internationale font que notre souveraineté à elle ne suffit plus pour protéger tout ce qui nous appartient, surtout à l'étranger. On a déjà vécu des cas comme ça dans le passé, notamment avec l'affaire des Zaïre Container, connue sous le titre de l'affaire Madou Diallo, Saïdou Diallo, qui a opposé la République démocratique du Congo à la Guinée à propos de cet homme d'affaires guinéen qui avait été spolié ici en RDC, qu'il y a eu des erreurs de l'administration frontalière, la DGM, qui avait conduit à ce que la République démocratique du Congo soit exposée à de très longs procès devant la Cour internationale de justice. Il faut dire que nous y avons dépensé beaucoup d'argent. C'est comme ça que moi, souvent, je suis très sensible avec le traitement qui est adressé ou réservé aux étrangers lorsque nous vivons avec eux ici. Il est important que toujours les administrations congolaises dans l'ensemble, lorsque je dis les administrations au sens du droit international, y compris la justice, parce que les décisions judiciaires en droit international sont en fait considérées comme des faits. Ce ne sont pas des décisions opposables au droit international. C'est que, y compris les décisions que notre justice prend, doivent être des décisions qui se conforment à la règle internationale pour autant que nous l'avons souscrite. Donc, il ne s'agit pas ici de dire à l'époque de Kabila, à l'époque de Fachi,
parce que c'est bien évidemment à l'époque de Kabila que nous avons eu à suivre ce procès à la Cour internationale de justice dans l'affaire Diallo, et que les faits remontaient aussi de l'époque du Zaïre, de Mobutu, mais la continuité de l'État oblige. À l'époque de Kabila, nous avons eu aussi d'autres procès internationaux. On en a connu notamment l'affaire Mitchell contre la RDC devant le Centre international pour le règlement des différends internationaux. Donc, ce n'est pas un problème des dirigeants en tant que tel, mais parfois un problème de négligence que nous affichons par rapport à certains dossiers. Bon, ça c'était la première observation. Maintenant, lorsqu'il faut poser la question de savoir l'ambassade ou la résidence diplomatique de notre ambassadeur avait été vendue aux enchères, est-ce une procédure normale ou cavalière? Bon, de premier avis, il faut dire que le principe en droit, plus précisément dans ces pays-là comme la France, c'est le droit d'accès au juge. C'est ça le principe. Le droit d'accès au juge qui veut que tout le monde qui a des problèmes contre un tiers se pourvoie en justice et qu'il se trouve à être rétabli dans ses droits. Je crois probablement c'est ce qui a été fait avec ce couple libanais. Je ne maîtrise pas au fond les faits qui ont conduit à cette démarche. Je tentais moi personnellement d'entrer en contact avec les autorités diplomatiques du pays. Nous sommes chercheurs. Pour que j'en sache un peu plus, lorsque tu m'as invité pour parler de cette question, je n'ai pas eu l'occasion de les avoir. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est quoi l'affaire? C'est qu'un couple libanais qui aurait vécu ici en RDC, à l'époque du régime passé, du régime Afdel, avait été victime d'une spoliation avec l'affaire de l'office de bien mal acquis ou quelque chose, et que ce couple s'est pourvu en justice en France, et que la Cour, bon, tantôt on dit qu'il s'agit d'un arbitrage rendu aux États-Unis, en vertu duquel ce couple a obtenu exécution de la sentence sur l'immeuble abritant ou logeant notre ambassadeur à Paris. Bon, sur le point des faits, ça c'est de l'appréciation commune, hein, chacun peut les apprécier comme il veut, mais la question de savoir si il était de bon droit que la Cour d'appel de Paris, par exemple, procède à l'exécution d'une décision, d'une sentence judiciaire, plus précisément sur un immeuble abritant la résidence d'un diplomate, en l'occurrence l'ambassadeur de la République démocratique du Congo. C'est ça la question la plus importante. Elle se fonde sur un principe connu, celui des immunités pour les États. Et que les immunités, en fait, c'est des objections péremptoires en droit international, comme en droit interne par ailleurs, qui soustraient un individu de la juridiction d'un État étranger ou de la juridiction tout court par rapport au fait qu'il en est couvert. Et que ces objections péremptoires ne sont pas une exclusion en tant que telle de la justiciabilité, mais plutôt une interdiction pour autant que la personne est couverte de cette protection, que la justice accède à elle. Et dans la gamme d'immunités en matière de la diplomatie, nous en avons plusieurs. Elles sont essentiellement fondées sur des sources de droit qui nous sont opposables, nous comme État en droit international. Nous avons principalement la coutume qui a jusqu'en 1961 régi les relations diplomatiques, la coutume internationale. Lorsqu'on parle de la coutume internationale, on voit des pratiques générales qui sont constamment répétées et acceptées comme de droit par plus ou moins l'ensemble des États constituant la communauté internationale. Mais il y a aussi les conventions. À partir de 1961, nous avons la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, qui est venue presque cristalliser, codifier la coutume internationale qui existait en la matière. C'est cette convention qui est le fondement général actuellement de l'immunité diplomatique qui protège les ambassadeurs ou les biens des États à l'étranger. Alors, au terme de cette convention, lorsque vous lisez son article 22, il est clairement établi que les biens de l'État, plus précisément les biens
meubles et immeubles, je peux lire d'ailleurs avec vous les dispositifs de la Convention, ne peuvent faire l'objet de saisies, de confiscation ou de quelque manière qu'elle soit de l'exécution forcée. C'est comme ça que les catégories des immunités établies en droit international sont de plusieurs natures. Vous avez l'immunité, la première, la plus connue, l'inviolabilité, qui protège les diplomates et leurs biens, y compris les archives et les immeubles ou l'hôtel diplomatique. Et dans cette immunité, l'inviolabilité, le droit international, il a été catégorique parce que vous imaginez même qu'il est prévu le principe à l'article 31 de la Convention de Vienne que le diplomate n'est même pas obligé de donner son témoignage. Ça signifie que lorsqu'on vous dit déjà que quelqu'un n'est pas obligé de donner son témoignage, ça explique clairement qu'il n'y a aucune possibilité qu'un procès soit ouvert contre lui. Parce que comment vous allez ouvrir un procès pour quelqu'un qui ne peut pas témoigner, qui n'est pas tenu de témoigner. Mais alors, quand il commet une infraction, qui le sanctionne? Comment c'est régi? Cela implique en réalité qu'en matière pénale, le diplomate, même si vous le trouvez dans votre bureau comme ici, ou dans votre chambre, il faut le sortir avec délicatesse, parce qu'il n'est pas obligé de donner son témoignage. Et lorsque vous lisez cette disposition, si on s'arrête là, il n'y a pas justifiabilité. Les diplomates ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite en matière pénale, quel que soit le degré d'infraction qu'ils auraient commise. En dehors de cette immunité qu'on appelle l'inviolabilité, il y a l'immunité de juridiction, d'abord l'immunité de poursuite. Il y a l'immunité de juridiction, ça signifie qu'il ne peut pas faire l'objet d'un jugement. Et dans l'hypothèse, en tout cas malheureuse, où le diplomate subirait une telle procédure et qu'il fait l'objet d'un jugement, il est couvert d'une immunité encore plus absolue qu'on appelle immunité d'exécution forcée. Ça signifie immunité d'exécution forcée. Ça veut dire quoi? Ça signifie que même si par miracle, vous l'avez jugé, que vous avez obtenu une condamnation à son encontre, vous n'exécuterez pas le jugement. Et cela s'applique mutatis mutandis aux biens, et aux archives, à la parole et à l'automobile du diplomate. Bien sûr qu'il y a quelques cas qu'on va devoir élever comme des exceptions, comme la doctrine française en l'occurrence, ou la doctrine belge. La doctrine européenne dans son ensemble est en train de vouloir tenter de relativiser ces prescrits impératifs du droit international public. Je suis en train de le chercher, mais je ne me retrouve pas. Oui, mais la charte de Vienne. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Oui, ah, d'accord, très bien. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Vous allez trouver. Oui. Donc, c'est au terme de l'alinéa 2 de l'article 31 qu'il est interdit que le diplomate ne donne son témoignage. Maintenant, en ce qui concerne cet immeuble, en fait, quel est le fondement de cette valeur sacrée qu'on appelle aujourd'hui l'immunité? C'est l'égalité. Ça découle du principe par in parem non habet jurisdictionem. Ça signifie que entre égaux, il n'y a pas de juridiction. Les États étant des égaux, ils vivent plutôt dans des mondes juxtaposés. Il n'y a pas lieu qu'on ouvre, que l'un d'entre eux se soumette à l'autorité de la juridiction étrangère. On a ainsi parlé de deux principes phares, l'extraterritorialité. Tantôt, on voulait dire que l'ambassade, c'est un État dans un État, bien que cela ait été largement écarté parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'une administration s'installe comme État dans un autre État. Ça en était de trop. Il y en a qui ont pensé que c'était la théorie plutôt d'exterritorialité, donc une continuité de l'administration publique d'un État à l'étranger. On a aussi écarté ça par l'idée que ça allait encombrer l'État étranger parce que fini, c'est une administration qui n'allait pas dépendre de principes qui régissent l'administration publique comme à l'interne. On a retenu le principe de l'intérêt du métier. Ça signifie que les biens et le personnel des diplomates de l'État à l'étranger représentent les intérêts du métier et que les honneurs qui sont rendus aux diplomates et le respect qui est dû à leurs biens ne sont pas dévolus aux individus, les diplomates qui occupent ces biens-là, mais plutôt à la personne morale que ces individus-là représentent, l'État, qui lui ne peut pas faire l'objet des juridictions, des jugements devant
une puissance étrangère, comme c'est le cas dans cette hypothèse. Alors, ici. je voudrais, professeur, que nous puissions sortir du cadre académique, parce que là, c'est très académique. Allons dans les termes simples. Si on peut même utiliser le lingala, si vous voulez, pour faire comprendre les gens. Professeur, Tolobi Boy, neti ambassade de France, topé ambassade de Belgique, topé ambassade de Tanzanie. Est-ce que Congo, pour se faire, pour une raison ou une autre, est-ce que Congo a côté ambassade douane? Non, on ne peut pas vendre. Je disais que, d'ailleurs, lorsque vous voyez dans l'histoire le pape Grégoire X, il disait que les ambassadeurs sont des représentants de Dieu. Ça signifie que des sanctions très graves frappent ceux qui osent mettre la main sur la personne du diplomate. C'est pour vous dire que le distinguo entre l'immunité diplomatique et l'immunité dont bénéficient les députés que nous sommes, c'est exactement ça. Parce que l'immunité diplomatique se conjugue en 4 fondamentaux. Elle est totale, elle est absolue, elle est d'ordre public. Et d'ailleurs, on va plus loin pour dire qu'elle est définitive. Ce n'est pas ici le moment d'expliquer le caractère total, absolu, mais le caractère d'ordre public qui est repris notamment par l'article 41 de la Convention européenne sur les immunités diplomatiques de 1972. Et il est le plus important ici. Lorsqu'on dit d'ordre public, ça signifie que, comme nous disions ici tantôt, à la manière de Jean-Baptiste, le juge saisi d'une question sur l'immunité ou sur le bien de l'État doit soulever cette immunité d'office et que le défendeur n'est pas obligé de la soulever in limine litis. Ça signifie d'entrée de jeu. Parce qu'il n'est même pas tenu de soulever cette immunité. Il peut l'avoir et ne pas s'en prévaloir. Mais vous avez l'obligation sacrée de dire qu'il est bénéficiaire de l'immunité, donc vous ne pouvez pas vous permettre de devoir engager votre juridiction sur la personne concernée sur le bien. Mais plus loin, les États ont signé tant d'autres conventions qui ont consacré cette valeur. Vous avez la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Vous avez la Convention de 1983 sur l'immunité des États et de leurs biens. Et tant d'autres conventions régionales qui ont consacré cette valeur. En jurisprudence, vous avez la Cour internationale de justice qui s'est sérieusement énardie sur la question, et c'est surtout le verdict de 1980 dans l'affaire du personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, que la Cour avait par exemple exprimé que dans les relations entre États, il n'y a pas de valeur plus fondamentale que l'immunité diplomatique. C'est-à-dire que s'il y a une valeur sacrée dans les relations entre États, c'est l'immunité diplomatique. Mais voici maintenant ce qui arrive. La doctrine européenne, je peux dire cela, dernièrement, sous la houlette du professeur Joué Verhoeven, un Belge, il y a eu un livre collectif que un groupe de professeurs européens ont rédigé, immunité diplomatique, contestation ou confirmation. Dans ce livre, ses amis se sont arrogés le pouvoir d'affirmer qu'il y avait désormais d'énormes exceptions à la règle de l'immunité qui permettent ainsi que dans certaines circonstances qu'un État étranger se déploie par exemple et se rende juge de notre État. Parmi ces exceptions, ils ont cité entre autres des conventions arbitrales, c'est-à-dire en matière d'arbitrage, lorsque deux États ont convenu que s'il y a un problème entre nous deux, nous allons devoir le soumettre à l'arbitrage, et il y a donc exception à l'immunité. Moi, j'accepte le principe que l'on parle d'une exception à l'immunité en tant que telle, mais on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une exception parce que la règle collective qui est celle des États, qui consent pour l'arbitrage, écarte déjà un certain nombre de biens du bénéfice de l'immunité. Alors, s'en prendre à ce genre de biens ne peut pas dire qu'il s'agit d'une exception à l'immunité diplomatique. C'est probablement, je n'ai pas encore lu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, c'est probablement ce fondement qui peut avoir justifié que la Cour d'appel prétende qu'il s'est agi d'une convention, d'une clause compromissoire qui a dévolu le pouvoir arbitral à un juge qui a ainsi rendu une sentence et qu'il faut exécuter. Non. Même dans cette hypothèse extrêmement rare, l'immunité qui porte sur
la résidence d'un ambassadeur reste tout à fait absolue et inconditionnée. Cela a été dit très récemment par la Cour internationale de justice, les 11 ici, les 11 du mois de décembre. La Cour a rendu un arrêt sur l'affaire qui a opposé la France à la Guinée équatoriale à propos des biens du fils du président Théodore Obiang. Oui. Théodorin. Lui, c'est Théodorin. Théodorin, voilà. Oui. Parce qu'il y a eu perquisition à la mission diplomatique entre guillemets et que la Guinée avait protesté contre ce comportement inamical et contraire à la règle internationale de la France. La France n'a pas nié, c'est ça qui est le plus important, n'a pas nié le fait que l'hôtel diplomatique et la résidence du chef de mission diplomatique, d'autres diplomates, étaient inviolables en vertu de l'article 22 de la Convention des Nations sur les relations diplomatiques. La France a reconnu ce principe sacré de l'inviolabilité de l'hôtel diplomatique. Donc, en consacrant notamment le principe que ça ne peut pas faire l'objet de saisie, de vente ou d'exécution de quelque jugement que ce soit. Ça, la France a reconnu dans le procès qu'il a opposé à la Guinée équatoriale, qui malheureusement, le verdict est tombé le 11 de ce mois de décembre. Il n'y a pas 20 jours passés. Mais la France a soulevé une nouveauté. Lorsqu'elle dit non, écoutez, je n'ai pas violé l'immeuble, l'ambassade, qui demeure par ailleurs inviolable, ça c'est le principe en France, et la France est respectueuse, sacrée de ce principe de l'immunité diplomatique, qui demeure inviolable, mais plutôt l'immeuble concerné n'est pas un immeuble plutôt de l'ambassade de la Guinée équatoriale. Elle justifie ça par le principe que la Cour d'ailleurs a consacré désormais et de manière définitive le principe d'objecteur persistant. Ça signifie que lorsque vous accréditez une mission diplomatique auprès d'un État et que vous occupez un immeuble, qui vous soit propre ou en location, vous devez le notifier auprès du ministère des Affaires étrangères pour dire nous occupons cet immeuble pour le compte de l'ambassade afin que l'État accréditaire puisse prendre en considération la réalité que cet immeuble est désormais couvert du bénéfice. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne le faites pas et que vous n'avez pas signifié cela, donc l'État d'accueil, l'État accréditeur, peut continuer de considérer cet immeuble comme tous les autres immeubles. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'inviolabilité. Il n'y a pas d'inviolabilité. Oui. C'est ce qui s'est passé avec la Guinée équatoriale. Mais dans le cas de la Guinée équatoriale, lorsque vous lisez l'arrêt de la Cour internationale de justice, la Guinée équatoriale a plutôt notifié le fait que l'immeuble était occupé pour le compte de l'ambassade, mais la France a objecté. Lorsqu'il y a objection et que l'objection devient persistante, ça signifie qu'un État se soustrait de l'engagement de l'offre de l'engagement que vous lui faites. Alors, par 4 à 5 fois, la France a réitéré son refus de considérer cet immeuble comme appartenant à l'ambassade ou à la Guinée, en disant que non, c'est un immeuble particulier, nous on ne peut pas le considérer comme appartenant à la Guinée. C'est comme ça que la Cour internationale de justice a décidé que cet immeuble n'appartenait pas à la Guinée parce qu'il y a eu objection persistante. Le principe d'objecteur persistant, c'est un principe qui peut soustraire un État de la construction d'une coutume naissante. Et là, on peut comprendre. Alors, dans notre cas, l'arrêt de la Cour internationale de justice confie en fait que le dernier arrêt, France contre Guinée équatoriale, confie que l'immeuble abritant l'ambassade ou les résidences diplomatiques ne peut pas faire l'objet de saisie ou d'exécution forcée. Donc, à ce niveau-là, l'on peut bien évidemment conclure que cette procédure est irrégulière. Alors, la conséquence. Donc, elle ne peut pas... non, d'abord, à ce niveau, je vous ai dit qu'ils étaient en train de citer des exceptions au principe de l'immunité diplomatique. Ils ont dit tantôt la convention arbitrale, tantôt ils vous ont brandi, je parle de l'ouvrage de Zoé Verhoeven avec ses disciples, ils vous ont brandi l'érosion de l'immunité par le fait du crime international, par exemple. Ils se disent, non, lorsque il y a un crime international, l'immunité n'existerait plus. Ce qui est faux par ailleurs. Parce que chaque fois que l'immunité a été opposée au crime devant les juges internationaux, le juge a préféré l'immunité au crime. Donc, le juge a décidé de sauver l'immunité et de sacrifier le crime. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire. Mais aujourd'hui, ça change. Non, je vais. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Al-Dassani contre le Royaume-Uni devant la Cour européenne des droits de l'homme en 2001.
Le juge a choisi entre l'immunité et le crime. Il a trouvé que l'immunité était une valeur beaucoup plus importante que le crime. Le juge a sauvé l'immunité. Ça s'est passé ici. Dans l'affaire du mandat d'arrêt du 14 février ayant opposé la République démocratique du Congo à la Belgique, dans l'affaire dite Yeroge Abdoulaye Ndombasi, le juge a choisi l'immunité. Donc le juge a sauvé l'immunité parce qu'il estimait que l'immunité consacrait l'indépendance et la souveraineté des États. On ne pouvait pas la banaliser au nom du crime. L'unique exception conventionnelle d'ailleurs qui a fait que, ou qui tente de minimiser l'immunité au profit du crime, c'est l'article 27 du statut de Rome de la Cour pénale internationale de justice qui consacre le principe de non-pertinence des qualités officielles lorsque cet article envisage l'impossibilité d'opposer à la Cour l'immunité lorsqu'il s'agit de crimes internationaux. Mais dans le même statut de Rome, lorsque vous lisez l'article 98 de la Cour, du statut de Rome de la Cour pénale internationale, il conditionne la justiciabilité de la personne couverte de l'immunité internationale à la levée de cette immunité par son État. Ça signifie que même l'article 27 qui consacre la non-pertinence des qualités officielles par rapport à l'immunité est lui-même impertinent parce que l'article 98 de la même convention, du même traité, conditionne cette non-pertinence au consentement préalable de l'État qui a couvert de l'immunité un État ou son citoyen. Ils ont soulevé une autre exception, la dérogation. Ils ont dit non, qu'il y a le principe de dérogation et en cette matière. Mais lorsque vous lisez les éléments que même les disciples de Verhoeven citent à propos de la dérogation, on n'y cite pas la possibilité qu'on déroge l'immunité sur l'hôtel diplomatique. Non, on y cite plutôt le contrat de travail. Lorsqu'un État a signé un contrat de travail, on peut déroger l'immunité. Lorsqu'un État, par exemple, s'est engagé dans un lien commercial, Congo Airways, comme les avions de Congo Airways avaient été saisis autrefois en Hollande. Hein. Ça, oui, ça c'est possible. Parce que Congo Airways était affecté à des fins commerciales. Mais ici, l'hôtel diplomatique n'est pas affecté à des fins commerciales. Il reste la symbolique de la souveraineté de l'État congolais. On ne peut pas se jouer avec. Et la France elle-même, lorsqu'il faut prendre la coutume, dans la pratique française, les Français ont toujours prouvé qu'ils sont très attachés à l'immunité absolue en matière de droit diplomatique. Là, c'est quand ça concerne, ça les concerne eux. Non. Lorsqu'ils sont victimes. Lorsqu'ils sont victimes, ils ont toujours prouvé qu'ils sont attachés au principe de l'immunité absolue. Mais quand ils sont de bourreaux? Je vous dis lorsqu'ils sont victimes. Pourquoi? Parce que il y a eu l'ambassadeur de Paris, plutôt l'ambassadeur irakien à Paris, qui avait tiré sur les policiers. Il a fait des morts. Et le président Jacques Chirac a sorti son convoi présidentiel pour évacuer le diplomate au nom de la sacralité de son métier. On n'a pas accepté que le diplomate irakien soit exposé à la justiciabilité des tribunaux français. On ne l'a pas accepté. Alors qu'aux États-Unis, pendant ce temps, à la même époque, il y a la petite Joviana qui avait été écrasée par véhicule par l'ambassadeur georgien Sergio. Il a été jugé. Les Américains considéraient que ça dérogeait à l'immunité, mais la France est restée dans le principe que cette immunité était absolue. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ça dépend d'un pays à un autre? Non, ça ne dépend pas d'un pays à l'autre, ça dépend du droit international. Mais j'ai dit plutôt ici, c'est pour tenter d'opposer à la France qui, actuellement, tente de faire le contraire. Elle a toujours reconnu ce principe que l'immunité diplomatique est bien absolue, contrairement à ses amis occidentaux anglo-saxons. Oui, mais ça, c'est leur choix, ils sont souverains. Non, ce n'est pas une forme de choix et de souveraineté. Oui. Ils vous disent qu'il y a un principe de renonciation. On peut renoncer à l'immunité. Et lorsqu'ils disent on renonce à l'immunité, ils donnent des possibilités. La première possibilité, c'est celle qui concerne à renoncer à l'immunité par voie conventionnelle, comme en matière arbitrale. Ici, la RDC n'a pas renoncé à son immunité en matière de l'hôtel diplomatique parce que la Convention de Vienne consacre ce principe à l'article 22, donne également les moyens d'exécution de ce principe à l'article 2 du protocole de signature facultatif signé en vue de voir si, en cas de divergence entre deux États sur les questions relatives aux immunités, on pouvait saisir quel juge. Le protocole de signature facultatif consacre que les États peuvent saisir la Cour internationale de justice pour, par exemple, être départagés sur
les applications différées de la Convention des biens sur les relations diplomatiques. Cette exception non plus ne tient pas pour que la France, et on y évoque également comme exception le flagrant délit, l'unique cas du flagrant délit dans lequel on peut déroger à l'immunité diplomatique, c'est le cas de conduite de circulation routière, lorsque la police estime que le diplomate conduit probablement de manière incontrôlée et le soupçonne peut-être soit d'un état de santé qui ne lui permet pas de le faire de manière ordonnée, soit de l'état d'ébriété. Le diplomate aurait probablement bu. C'est l'unique hypothèse dans laquelle on déroge à l'immunité et qu'on peut... Et s'il viole le code de la route? C'est ça, j'ai dit, c'est l'unique exception. Ça signifie que là, il peut être intercepté par la police, on peut l'arrêter. Mais encore la jurisprudence, la Cour internationale de justice explique dans quelles conditions. Elle dit qu'il peut être arrêté brièvement. La Cour dit brièvement, c'est-à-dire interpellé brièvement et dans des circonstances particulières. Lesquelles circonstances particulières sont exactement celles-là où l'on peut trouver qu'un diplomate, par exemple, il a bu, il est ivre, il ne peut pas bien conduire. Et elle fait, la Cour, obligation à la police qui arrête le diplomate dans ces conditions-là de l'acheminer sans délai à sa résidence. Je dis bien sans délai. Ce n'est pas de l'amener au poste de la police pour dire c'était comment. Donc, de l'obliger à donner son témoignage. Naturellement, il n'a pas de témoignage. Donc, même oui, il n'a pas de témoignage à donner. C'est ce que constate l'article 32 de la Convention des biens sur les relations diplomatiques. Il y a d'autres cas qu'on a soulevés comme exception. Les contre-mesures. Les contre-mesures ne peuvent pas, si elles peuvent se justifier en droit d'intention générale, en droit diplomatique, les contre-mesures ne peuvent pas se justifier. On a compris tout ça. Parce qu'on ne peut pas faire des diplomates des otages résidents. Pour dire que parce que vous avez fait ça contre nos diplomates, nous, on fait ceci contre vos diplomates. Mais la question la plus essentielle aujourd'hui, c'est d'avoir dit, écoutez, le groupe de Véron dit non, il y a eu le jusqu'au gains, la norme impérative devrait primer sur l'immunité diplomatique parce que l'immunité diplomatique, elle n'est pas d'ordre public, elle ne relève donc pas de la norme impérative de droit international. Non, c'est qui est faux. L'article 53 de la Convention des biens sur les relations, sur le droit des traités de 1969, qui définit cette norme impérative, est clair. Elle définit cette norme comme une norme reconnue et acceptée par la communauté internationale dans son ensemble et à laquelle aucune dérogation n'est permise. Et pourtant, ici, lorsque vous lisez le dictum de 1980 dans l'affaire du personnel diplomatique et consulaire à Téhéran, la Cour reprend en fait que dans les relations entre États, il n'y a pas de norme plus fondamentale, plus importante que le respect de l'immunité diplomatique. Ça signifie, y compris les crimes, sont subordonnés au respect de l'immunité diplomatique. Et donc, l'immunité diplomatique, de cette façon-là, répond des exigences que la Convention en son article 53 est prescrit pour la norme impérative. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il faudrait parler d'autres choses. Moi, ce que j'ai lu dans le communiqué de l'ambassade, notre ambassade à Paris, c'est le chargé d'affaires ad interim qui a lancé ce communiqué sans plus. Lui-même reconnaît en fait que l'immunité a été violée, l'immunité diplomatique a été violée, reconnaît que la souveraineté de l'État a été amputtée dans son communiqué. Il dit que la République démocratique du Congo se serait pourvue en cassation. C'est là que je découvre un peu d'entorse. Premièrement, pour un État qui a déjà rendu un arrêt de ce type-là, je vais me poser la question si la Cour de cassation française se reconnaîtrait compétente de connaître de cet appel ou de ce pourvoi devant cette Cour, pour des raisons. Si la Cour de cassation est saisie en appel comme juge supérieur à la Cour d'appel, bien évidemment qu'elle va interpréter le droit sur fond de l'appel avec les principes d'évocation. Mais si elle est saisie en cassation, ça devient une autre règle. Mais ce que la République démocratique du Congo devra évoquer maintenant comme raison devant la Cour de cassation risque de préjudicier le bon fonctionnement du droit à cet effet. Parce que dans la plupart des cas, la plupart des cours suprêmes des États dans notre monde moderne a toujours pris soin de se dire non compétent ou non compétente de connaître de l'interprétation et de l'interprétation et de la signification des conventions internationales. Oui, mais qui règle alors l'affaire? Qui réglerait la question? Oui. Et là, le fait de se pourvoir devant la Cour de cassation
on s'expose probablement. Parce que l'unique exception acceptée à la règle de l'immunité diplomatique, ça a toujours été la demande conventionnelle. Lorsque vous êtes demandeur en justice devant le juge et qu'on formule à votre égard des demandes conventionnelles, vous ne pouvez plus alléguer l'immunité diplomatique, même si vous la possédez en cette matière-là. Je crois qu'il faut craindre que la RDC, en prenant le risque d'aller devant le juge français, s'expose à ce genre de demande dont elle ne sera plus se délier parce qu'elle aura été demanderesse en fait en appel dans cette hypothèse-là. On risque de partir de la cour avec un arrêt rendu par la justice française qui nous serait opposable. Mais ici, les questions sont claires. En matière du respect de l'immunité diplomatique, lorsque nous avons constaté qu'en première instance, il y a eu un problème et que une cour étrangère n'a pas reconnu l'existence de l'immunité diplomatique pour un bien public d'un État accréditant, on n'a plus intérêt à suivre la justice. Parce que, en fait, le principe ici, lorsque vous suivez la Cour internationale de justice dans l'affaire de la Cameroun septentrionale, la Cour n'a pas consacré le principe que les jugements des juridictions internes soient considérés en droit international comme des jugements. Non. Lorsqu'on a rendu en droit interne et que vous estimez qu'on a violé les principes sacro-saints conjurés par le droit international, les jugements, y compris les arrêts des cours suprêmes coulés en force la chose jugée, sont des faits, sont des simples manifestations de volonté des États et n'ont pas valeur de jugement au plan international. Donc, à ce niveau, il n'y avait pas d'intérêt. Moi, à mon avis, il n'y avait pas d'intérêt qu'après avoir constaté cette évolution d'un juge interne qui d'abord devrait s'abstenir de manière, je dis bien péremptoire, à connaître du fond de la question parce que concernant un bien public utilisé pour les intérêts de l'État d'une mission diplomatique, on n'a plus intérêt à poursuivre devant ce juge interne au risque de lui reconnaître une quelconque compétence sur une question dont il n'a aucune compétence. Il était maintenant question pour nous que la République démocratique du Congo, par exemple, recourt aux mécanismes qui sont institués par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, notamment à son article 2, lorsque cette convention prévoit la possibilité que, en matière de relations diplomatiques, des règles prévues par cette convention, la compétence de la Cour internationale de justice est obligatoire. Et on n'y prévoit même pas un délai d'ajournement comme dans la plupart des conventions internationales, mais plutôt une possibilité que les États envisagent de discuter entre eux pour tenter de résoudre le problème qui survient. Mais seulement cette possibilité n'est pas une obligation en termes de cristallisation de l'objet différent comme la Cour l'avait dit le 1er avril 2011 dans l'affaire d'interdiction de toute forme de discrimination raciale entre la Géorgie et la Russie. Alors, j'avoue que cette question est technique, au point que ça peut certainement flouer beaucoup de personnes. Parce qu'à un moment donné, on se pose des questions. Vous nous dites déjà, si on comprend, que la France ne peut pas le faire. La France n'a pas le droit de vendre un bien appartenant à une mission diplomatique. Vous avez dit que c'est violer le principe d'inviolabilité, c'est violer le principe de l'immunité diplomatique. Mais nous voudrons savoir, les gens veulent savoir, prof. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la France va reculer? Est-ce que la RDC va utiliser un moyen de pression? Est-ce que vous allez saisir la Cour internationale? En fait, quels sont les moyens que la RDC dispose pour soit faire annuler cette décision, la retirer, faire reculer? Bref, il y a des difficultés à ce niveau. Oui. La première difficulté, c'est celle dans laquelle se trouverait à ce jour le gouvernement français. Oui. Le gouvernement français aurait probablement du mal à amener la justice à se prononcer dans le sens des orientations diplomatiques de la France. Ça va être difficile que le gouvernement français puisse donner l'instruction aux juges et leur demander de dire le contraire de ce qu'ils ont décidé ou de ce qu'ils veulent décider. C'est ça le comble. Mais ici, le plus important, c'était pour la justice française de savoir
comme toutes les autres administrations françaises, que cette matière, parce que touchant aux valeurs qui consacrent la souveraineté d'un État ami, n'était pas de la compétence du juge interne, en effet. Et que le juge ne pouvait pas, en réalité, non seulement se saisir d'une question qui porte sur un bien de l'État couvert d'une immunité absolue, mais aussi ne pouvait pas aller jusqu'à l'exécution d'une décision qui découlerait d'une telle sentence. Ça n'a pas été acceptable. À ce niveau, donc, le gouvernement français probablement, ou pourrait probablement être dans cette difficulté parce qu'il n'est pas en mesure d'interrompre la procédure judiciaire au nom de l'indépendance de la justice à laquelle les États européens s'attachent fondamentalement bien. Donc le gouvernement français laissera la procédure jusqu'à ces termes, notamment dans l'hypothèse où surtout la RDC s'est déjà pourvue en cassation pour la même cause. Le gouvernement français ne pourra pas intervenir, ne va pas donc stopper cette procédure. Il lui reste des règlements diplomatiques qui peuvent consister pour le gouvernement français au rachat du bien qui a été spolié par la justice de son pays afin de respecter les principes sacro-saints de l'immunité diplomatique des biens de l'État congolais qui a été ici truandé. Est-ce qu'ici vous avez des avocats? Vous êtes avocat d'ailleurs. Pourquoi vous ne prenez pas les dossiers? Parce que je me dis, cher professeur, vous le savez d'ailleurs, que si en France on a ce problème, il se fait qu'il peut se faire connaître ces mêmes problèmes partout à travers le monde. Peut-être qu'on ne sait pas encore, peut-être parce que le scandale n'est pas encore arrivé. Est-ce que le pays, l'État, a disposé des vrais avocats, de bons avocats, pour aller défendre cette cause? Bon, il faut le reconnaître, nous avons souvent d'énormes difficultés à ce niveau ici. Si vous observez bien dans la plupart des cas, dans des dossiers qui nous ont opposés à l'international, si vous observez bien, nous sommes souvent assistés par des avocats français, belges. Quand même. Ce qui est décevant, c'est qu'il révèle peut-être qu'il laisse à penser qu'il n'y a pas de gens dans ce pays qui peuvent il y a des bons avocats. Il y a des avocats que pour le média, mais quand il s'agit des grands problèmes, ils ne sont pas là. Non, en fait, c'est parfois un peu décevant parce que c'est des procédés qui coûtent de l'argent, qui enrichissent aussi, sérieusement, un groupe d'intellectuels belges. Je vois la chaire du grand professeur Jean Salmon avec ses disciples, avec l'Éric David, le groupe de Olivier Corten et les autres qui sont maintenant là permanemment pour ce genre de dossier. C'est parce que dans la plupart des cas, qu'est-ce qui s'est fait ici au Congo? Lorsqu'il y a ce genre de problème, le suivi des dossiers est en fait attribué de manière politique. C'est attribué de manière politique. On donne en fait à un cabinet d'avocats qu'on connaît ou à des spécialistes avec qui on a des acquaintances généralement politiques. Et que lorsque ces derniers veulent travailler sur un dossier dont ils ne maîtrisent pas les contours, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont insister pour qu'ils associent des étrangers, des Belges principalement ou des Français, lesquels vont maintenant travailler avec eux. Et dans la plupart des cas, on avait l'habitude d'apprendre que les avocats étrangers là ou les experts étrangers sont souvent toujours gracieusement payés, mieux payés, souvent payés, pendant que les Congolais se mettent à trimer. Dernièrement, vous avez appris l'affaire du divorce entre le professeur Tubankala, le PPRD ou le FCC. C'était une affaire qui découlait des honoraires dus à ses prestations dans l'affaire Diallo dans l'affaire RDC contre Guinée, et que ces collaborateurs du FCC d'aujourd'hui ou du PPRD d'hier ne voulaient pas payer. Vos collaborateurs aujourd'hui. Le divorce a été consommé, mais pendant ce temps, les avocats belges, les professeurs belges et les experts belges qui avaient collaboré à ce dossier avaient, semble-t-il, été payés et que leur provision a relevé de l'ordre de 4 millions, de 5 millions de dollars, ce qui a été quand même tout à fait... Mais est-ce que vous êtes en mesure Il n'est pas étonnant de voir que nous, on trouve parfois dans les dossiers de la RDC
contre certains pays au niveau international. Nous trouvons deux étudiants que nous avons rencontrés dans certaines conférences, même dans des concours internationaux que nous avons battus. Des étudiants belges, mais aujourd'hui, ils sont là dans les groupes qui vont défendre la RDC au plan international. Donc, c'est des pratiques qui pourraient probablement être améliorées pour l'efficacité. Mais ici, c'est que faire pour terminer ces sujets. Non, il y a un mécanisme, j'ai dit qu'il y a un protocole de signature facultatif qui a été signé en 1961 entre les États signataires de la Convention de Vienne de 1961 exactement, lequel protocole prévoyait la possibilité qu'en cas de divergence, les États ont des possibilités, soit ces pouvoirs devant la Cour internationale de justice, soit trouver un mécanisme de conciliation entre eux. Et que moi, personnellement, j'aurais voulu que ce soit ce mécanisme qui soit d'abord expérimenté, que de tenter une démarche, celle d'aller devant la Cour de cassation, qui, si elle n'aboutissait pas, devrait ressembler à du consentement par rapport à ce mécanisme judiciaire déjà amorcé pour que l'on vienne dire que c'était une exception à notre immunité. Donc, je trouve que c'est une procédure trop risquée que d'aller devant la Cour de cassation, de consentir à obtenir d'elle un jugement qui n'est pas obligé d'être positif, d'être favorable à nous. Donc, quel jugement peut être défavorable? S'il est défavorable, donc, il sera un jugement contradictoire parce qu'on aura démontré que nous avions cru en la justice et que nous avions délibérément accepté que la matière en discussion était de la compétence du juge français. Ça risque de compromettre nos chances d'aller ailleurs parce que là, nous serons maintenant tentés de nous rétracter alors qu'il existera déjà un jugement définitif auquel nous avons participé. Nous serons tentés de nous rétracter par rapport à ce jugement qui nous sera bien évidemment opposable et d'aller ailleurs. Moi, je pense qu'à ce niveau, il faut directement, et maintenant, ce communiqué ne devrait même pas émaner de l'ambassade. L'ambassade, c'est un service public de l'État congolais qui n'a même pas de personnalité juridique. Moi, je ne peux pas comprendre que ce communiqué émane de l'ambassade. Comment ce communiqué devrait émaner de l'ambassade? Ce communiqué devrait normalement émaner de la centrale, de notre ministère des Affaires étrangères. Il reviendrait au ministère des Affaires étrangères de communiquer sur les procédures qui ont été amorcées ou envisagées. Parce que l'ambassade n'a pas de personnalité juridique, l'ambassade n'a pas d'initiative propre à prendre en matière d'engagement de l'État congolais dans des procédures internationales. Ça, c'est probablement parfois aussi, bon, je ne sais pas comment ça s'est fait, probablement que l'ambassade en a eu l'autorisation auprès de notre ministère des Affaires étrangères, mais je crois que dans la suite, il faut éviter, pas seulement pour ce dossier, il y a de nombreux autres dossiers. Dernièrement, tu as suivi la question, le débat entre le vice-premier ministre Gilbert Kankonde et la DGM. Oui, bien sûr. Cette question... ça finit pas, on dirait. Non, cette question a été probablement traitée comme une affaire de gestion, de compétences entre des autorités, des administrations, ainsi de suite. Mais moi, ce qui me préoccupe au fond, c'est qu'il y a aussi des matières de cette nature ici. Parce que moi, lorsque j'ai suivi, il y a eu expulsion. On a expulsé des étrangers résidant ici chez nous, qui ont leurs affaires, qui ont leurs investissements. Mais en situation irrégulière. Ici, je ne sais pas, moi c'est ce que j'ai appris. Je ne sais pas conclure qu'ils étaient en situation irrégulière. Moi, c'est ce que j'ai appris. J'ai tout de même constaté qu'il y a certaines irrégularités dans leurs expulsions, moi. Parce que c'est des questions qui m'intéressent. Moi, j'ai écrit depuis 2009. Je suis auteur avec le professeur Gévé Kabamba de l'ouvrage intitulé Traité de droit diplomatique, un livre très bien fouillé, très explicite. Je suis très sensible à ce genre de questions. Dès que ça surgit, moi je tente toujours de m'approcher parce que je suis en train de faire la dernière version de ce livre qui va bientôt là sortir. Lorsque tu vois, c'est des questions qui me préoccupent tellement que j'ai une dizaine d'articles sur les immunités diplomatiques. Ça, c'était en 2016. Et un article... Responsabiliser l'État pour crime par érosion de l'immunité. 2 points. Triomphe de la lutte contre l'impunité ou autodestruction du Jusqu'au Gens. C'est dans l'annuaire de la faculté de droit que j'ai publié cet article. J'ai une dizaine d'articles sur la question de l'immunité. Ça m'intéresse beaucoup sur la question
notamment de la condition des étrangers. Lorsque ça s'est déroulé, moi, je me suis intéressé à savoir quels en étaient les tenants et les aboutissants. J'ai constaté bien évidemment que d'un côté, les expatriés concernés avaient leur visa en cours de validité et que de l'autre côté, ils réclamaient un certain droit d'accès au juge et que de l'autre côté, leur expulsion n'a pas suivi les principes consacrés par l'ordonnance que la DGM avait évoqué. On n'aura peut-être pas le temps de vous donner tous les éléments. La DGM s'est exprimée sur la question. Il était bien clair que ces gens étaient dans une situation irrégulière et que vous dites le contraire. Bon, alors, prof, on va terminer, c'est vrai, cette émission. Mais avant de la boucler complètement, est-ce que vous pensez que la RDC a véritablement une politique diplomatique sérieuse? Est-ce que vous pensez que nous avons une vision de ce que nous voulons à l'extérieur? Bon, la politique diplomatique, donc c'est que nous, généralement, on qualifie de politique étrangère parce qu'elle implique et le versant diplomatique et le versant politique qui peut s'étendre à d'autres pratiques qui ne sont pas que la diplomatie, le recours à la force par exemple, ou de combine, ça existe. Cette politique existe, elle a été bien structurée et bien consacrée par le manifeste de Lancélé. On y trouve des principes qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, qui peuvent bien faire du Congo un grand pays, une grande puissance diplomatique, non seulement en Afrique, mais au monde. C'est seulement que depuis très longtemps, pendant longtemps, notre diplomatie a toujours été émaillée de considérations d'ordre sentimental, d'ordre triboclanique, de complaisance, de combines politiciennes. Vous savez, lorsqu'on va à l'international, on n'a plus besoin de savoir qui est cousin, qui est tante, qui est... Et pourtant, malheureusement, c'est ça qui a caractérisé notre diplomatie. Je vais te donner un exemple. En 2009, il y avait naissé le conflit, un conflit entre nous et l'Angola sur le plateau continental. Nous nous sommes retrouvés, moi j'ai été invité par le professeur Bassou Babou Kazadi, de Rez Mémoire que son âme repose en paix. Nous nous sommes retrouvés à une réunion à laquelle avait été convié un certain nombre de professeurs de l'Université de Kinshasa. Nous nous sommes retrouvés là-bas au ministère de l'Intérieur. Il était question que l'on crée une commission qui allait suivre notre dossier du plateau continental qui nous sépare d'avec l'Angola. Qu'est-ce que moi j'ai découvert? Je trouvais qu'il y avait des gens qui occupaient déjà des positions très importantes dans cette affaire-là, des gens qui voulaient prendre le devant dans tout. Mais lorsque nous avons commencé les échanges et qu'on a posé la question de savoir c'était quoi le plateau continental, nous n'étions pas trois dans la salle à connaître c'était quoi le plateau continental. Mais tout le monde était pressé à être dans cette affaire, à gérer cette affaire. Parce qu'on y parlait de 16 millions de dollars et que du côté de l'Angola, l'Angola avait mis une affaire de 600 millions de dollars. Chez nous, on parlait de 16 millions de dollars, mais il faut voir ce que ça représente pour nous autres ici au Congo. Comme on y parlait de 16 millions de dollars, la question avait été politisée parce que nous, lorsqu'on a découvert que nous n'étions pas du PPRD, en tout cas, nous n'avons pas fait long fait. Deuxième jour, troisième jour, l'endroit même où on s'est réunissé, on n'a plus vu personne. Et puis tous les contacts étaient perdus, c'était fini. Mais voir comment ça a évolué. On a pris tous les amateurs possibles qui avaient besoin de s'enrichir. De gens qui n'avaient jamais entendu le mot dans leur vie, le mot plateau continental. C'est ces gens à qui on avait confié cette affaire, ils se sont organisés par la suite et puis c'était de l'imbroglio total. Et jusqu'aujourd'hui, cette question qui devait être traitée dans 5 ans, parce qu'il était question d'étudier les richesses du plateau continental, de déterminer la taille de notre plateau continental, conformément à la convention de la mer, la convention de Montego Bay de 1982, et de voir quelles sont nos limites avec l'Angola et la possibilité pour l'Angola de payer les indemnités ou de nous rétrocéder un peu ce qu'elle avait gagné dans l'exploitation de notre plateau continental. Ce travail qui devait se faire en 5 ans, qui avait besoin des experts indépendants, de gens désintéressés, avait été plutôt confié à des personnes, n'importe qui, je ne dis pas que tout le monde était n'importe qui, mais à des personnes qui n'avaient aucun lien scientifique ni du savoir avec cette question-là. Et curieusement, ça n'a pas été famé jusqu'à ce jour. L'Angola continue d'exploiter notre plateau continental, d'exploiter suffisamment de richesses, de bafouer notre souveraineté à cet effet-là, parce que rien n'a évolué, d'autant plus que la question qui serait plutôt d'intérêt national
au plan international a été bafoué, a été comme ça laissé à des mains inexpertes. Mais de tout ce qui reste, il faut noter que l'État étant souverain, la question diplomatique devrait à fond l'intéresser parce que notre souveraineté, ce n'est pas vis-à-vis des partis politiques, comme on avait l'habitude de le clamer ici. Notre souveraineté, ce n'est pas par rapport aux quelques interférences verbales des ambassadeurs qui sont chez nous ici ou des ONG. Notre souveraineté devrait être affirmée à l'aune de notre capacité de l'assurer sur le plan international et que des affaires comme ce qui vient de se passer, qui contrarient les principes premiers ancrés de notre existence comme nation depuis 1924, dans l'affaire de concession Mavromatis en Palestine, la Cour permanente de justice internationale avait déjà noté que le règlement juridictionnel de conflit n'est qu'un succédané au règlement diplomatique et à l'amiable. Comment est-ce que les Français n'ont pas même imaginé, par exemple, que cette question pouvait être soumise à des concertations avec la République démocratique du Congo pour voir s'il y avait une victime, un tiers qui était préjudicié, comment il pouvait faire l'objet de dédommagement, mais jusqu'à se permettre de se rouer sur notre mission diplomatique, de saboter ainsi notre existence internationale comme État et la limitation à la souveraineté de l'État. La Cour internationale de justice l'a toujours noté, ou l'a noté avec l'affaire du Lotus en 1927, ne se présume pas. On ne peut donc pas se permettre jusqu'à ce niveau-là, surtout pour un pays qui, dans son histoire, a démontré qu'il était fondamentalement attaché au principe du respect de relations bilatérales et des conventions internationales qui consacrent notamment l'immunité diplomatique. Ça s'est fait avec l'affaire Ramazan Baya. Oui. La France, quel que soit le bruit, quelles que soient les menaces des ONG, de manifestations monstres qu'on a vécues à Paris et dans les Alpes, ils ont maintenu leur position. La France avait maintenu sa position, oui. Et elle a pris Ramazan Baya en tout honneur et l'a rapatrié ici pour respecter notre souveraineté. C'est nous plutôt le Congo qui avions renoncé à notre propre immunité en renvoyant Ramazan Baya pour être jugé. Dans l'affaire de l'ambassadeur de l'Irak, ça a été la même chose. Lui qui avait même tiré sur les policiers, c'était noir du monde dans les rues de Paris. La police, l'armée, tout le monde réclamait que l'ambassadeur irakien soit jugé à Paris et condamné. Chirac a sorti son convoi, son cortège officiel pour acheminer l'ambassadeur à l'aéroport Charles de Gaulle parce que, disait-il, l'immunité diplomatique en France, c'est sacré. Mais comment celle de la RDC aujourd'hui ne peut pas être considérée comme sacrée? Alors je crois que c'est donner de la matière à la présidence, à la nouvelle administration, afin de définir clairement les choses pour que les choses dans le futur ne se produisent plus de cette façon-là. Alors, on va terminer cette émission qui a été, j'avoue, encore une fois, extrêmement technique, parce que moi aussi j'avais l'impression d'avoir beaucoup de notions diplomatiques que très souvent nous négligeons, alors que c'est très fondamental. Et ça nous rattrape très souvent. Tu nous as habitués avec la politique. Non, avec le droit, bien sûr. Tu vais... Alors, mais prof, il y a une question de téléspectateurs. On ne restera pas longtemps sur la question, mais dites-nous pourquoi jusque-là il n'y a pas d'informateurs? Pourquoi il n'y a pas d'informateurs? Mais ça, c'est le pouvoir du chef de l'État. C'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. La nomination de l'informateur est parmi les pouvoirs propres qui appartiennent en propre au chef de l'État. Ça ne se discute pas en conseil des ministres, ça ne se discute pas avec qui que ce soit. Je crois qu'il va devoir nommer l'informateur lorsque il justifiera de l'opportunité à le faire. À ce jour, c'est lui, le chef. Il sait ce qu'il fait et il n'a violé aucune règle de droit pour autant qu'il ne nomme pas l'informateur jusqu'à ce jour. Nous allons avoir une autre émission mieux élaborée quand il se nommera un informateur. Merci beaucoup, professeur, d'avoir participé à cette émission. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons donc parlé de ce scandale au niveau de la France, de notre ambassade, l'ambassade de la RDC. Et le professeur a étayé beaucoup de choses ici, a énuméré beaucoup de cas de jurisprudence, beaucoup de précédents, beaucoup de faits. Je pense que cela nourrit la conscience collective, mais aussi a nourri les politiques congolais, afin qu'ils comprennent que ça ne sert à rien d'aller en cassation, parce que finalement, c'est nous qui allons sinon perdre. Et donc, je crois que le professeur a été très clair. Merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve dans un autre numéro. Entre-temps, joyeuses fêtes de Noël et bonne année à tout le monde. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC.
Ebera. Nazoleve. Nazoleka aux États-Unis. Balobi plus précisément dans la Washington. Balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baliwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shino tweneleye, na kinyapana piko, na